Bonjour à toutes et à tous, je suis Michel Lévy-Pransal et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous avec le Club BOMA en partenariat avec le Huffington Post. On se retrouve aujourd'hui pour ce troisième rendez-vous mensuel qui explore les futurs possibles. Alors pourquoi les futurs et non le futur? Car on s'intéresse à chaque émission aux différents scénarios possibles de l'avenir, pas un seul scénario, mais plusieurs. On a traité lors des précédents rendez-vous des futurs de la démocratie ou encore de la finance. Aujourd'hui, on abordera avec nos invités les scénarios possibles du futur du travail. Comment la nouvelle génération qui entre sur le marché du travail vit la crise actuelle, comment elle se prépare aux évolutions des modes de travail qui se profilent, quelles influences auront ces évolutions sur nos sociétés et nos économies. L'automatisation massive, la robotisation, l'intelligence artificielle auront-elles raison du travail au point d'engendrer une société sans travail? Quelles conséquences un tel scénario aurait-il? Est-ce que, par exemple, le revenu universel serait une solution pour accompagner cette mutation? Pour esquisser ces scénarios des futurs du travail, nous recevons aujourd'hui Marjolaine Grondin, Bernard Gazier, Yann Ferguson et Philippe Van Parijs. Je vous propose de commencer en nous intéressant à la jeunesse. Que pense-t-elle de l'évolution du marché du travail? Comment envisage-t-elle son entrée dans la vie active? Parle-t-elle d'une seule voix, VOIE, VOIX? Pour en parler, je vous propose d'accueillir Marjolaine Grondin. Marjolaine est la fondatrice et CEO de Jam, qui est un média d'un nouveau genre qui est dédié aux 15-25 ans. Et elle a notamment créé une émission 25 dont elle va nous parler, qui donne la parole à des jeunes de moins de 25 ans, 15 à 25 ans, pour parler des 25 prochaines années. Bonjour Marjolaine. Bonjour Michel. Pouvez-vous nous parler de cette émission 25? Oui, 25, c'est quelque chose qu'on a créé dans le cadre de Jam. Jam, aujourd'hui, c'est un média, comme vous l'avez dit, qui s'adresse aux 15-25 ans, mais de manière digitale. On discute avec une communauté de 700 000 jeunes dans Messenger tous les jours. Et on a eu à cœur de créer la conversation hors les murs, en tout cas hors les murs digitaux, et de créer vraiment, enfin, d'événementialiser aussi cette conversation. Donc, de créer un temps privilégié d'expression et d'écoute de cette génération. Et donc, comme on ne peut pas donner la parole à 700 000 jeunes sur un temps privilégié, c'est aussi l'avantage du digital. Là, on s'est dit, on va créer un format qui, au départ, était une conférence qu'on a imaginée avec la Gaieté Lyrique, qui est vraiment notre partenaire, en plus des marques qui nous accompagnent parce qu'elles veulent donner la parole aux jeunes. On a vraiment créé un partenariat éditorial avec la Gaieté Lyrique. Au début, c'était une conférence. Pour des raisons assez évidentes, ça s'est finalement redigitalisé, mais c'est une émission. Est-ce que c'est une conférence? Est-ce que c'est un spectacle? Est-ce que c'est un film? En fait, peu importe, on s'en fiche un peu de la forme. Ce qui compte, c'est qu'on a voulu créer, certains disent un ovni éditorial, où on donne la parole pendant 90 minutes à des jeunes talents de moins de 25 ans pour parler des 25 prochaines années à travers leur identité, à travers leur parcours, leurs envies, leurs doutes, et de manière hyper authentique et brute de décoffrage, quoi. Et on peut la suivre sur quel réseau, cette émission? Vous pouvez la trouver sur le Facebook de Jam et de la Gaieté Lyrique et sur YouTube aussi, et peut-être bientôt à la télé. Ah, génial. Alors, effectivement, vous êtes à un poste d'observation privilégié sur cette jeune génération. Quel est son rapport au travail? Alors, j'aimerais, ce serait plus simple, mon boulot serait peut-être plus simple si je pouvais donner une grande réponse qui mette tout le monde d'accord et on aime bien simplifier et se dire, OK, c'est ça les tendances, on y va. Si c'est pas bien, on va combattre et essayer de faire évoluer. Si c'est bien, ça donne de l'espoir. Bon, bah, comme tout et comme toutes les générations, c'est quand même plus complexe et il y a, j'entendais dans l'introduction, plusieurs voies, quel que soit le terme, mais en fait, effectivement, c'est une génération qui en fonction des différentes catégories, des différentes ambitions, des différents parcours, à différentes approches de ce qui suit, surtout dans un contexte aussi incertain. Mais il y a quand même plusieurs grandes tendances. Il y a peut-être même un paradoxe qui est qu'à la fois, ils ont cette génération, elle se retrouve quand même à un moment où elle construit sa future carrière et elle pose des jalons super importants sur le futur de son travail. Et elle se retrouve dans un moment où, en fait, il y a une grande tendance de peur de
décrédibilisation, délégitimation. On parle aussi de démonétisation de leur diplôme parce que en fait, pendant 2 ans, ils auront été derrière un écran et donc c'est pas la même formation que ce qu'on peut avoir en présentiel. Donc il y a un peu ce côté de est-ce que je vais trouver du travail parce que le marché du travail est complètement bouleversé. Je m'étais lancée dans l'événementiel, je m'étais lancée dans la restauration, je m'étais lancée et en fait, je ne sais pas ce qui va devenir de ces secteurs. En plus, mes études seront peut-être moins crédibles. Ceux qui n'ont pas passé leur bac, c'est quand même un rituel qui est hyper important. Donc, il y a une peur qui est connue partagée par d'autres générations, mais d'autant plus quand on construit. Et en même temps, heureusement, de l'autre côté, il y a une envie d'autant plus forte de dire, bah, c'est pas foutu pour foutu, mais il y a ce côté, OK, on est les premiers où la roue s'arrête de tourner. On ne peut pas nous promettre une vie linéaire. On est en train de vivre une période historique qui rebat toutes les cartes. On se retrouve chez soi alors qu'on allait dans cette roue qui tourne, partir en Erasmus, partir à l'étranger, dans une ville à côté, avoir un petit job. Et tout ça s'est remis en cause. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? Et donc, papa et maman qui m'avaient dit, tu seras ingé, tu seras médecin. En fait, à un moment, on se rend compte que peut-être qu'on a envie d'autre chose et on a le temps d'affirmer des choses. Donc moi, je pense qu'on va avoir des bonnes surprises quand même. Parce que plus on a de peur et moins on a d'espoir, plus on se dit j'ai plus rien à perdre, quoi. Comme dans un mauvais film, on dit tu sais quoi, moi j'ai plus rien à perdre, du coup je peux tout faire, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Et j'ai vraiment une grande curiosité de qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant que c'est à eux qu'on pose la question. Et il y a moins d'attente peut-être d'un système, puisque le système est moins figé. Après, il y a quand même des tendances et beaucoup d'études aujourd'hui faites par Jam, mais aussi par beaucoup d'autres, sortent sur le sujet. Et on est tous là à essayer de tendre le micro à cette génération. La première tendance, c'est, pour plus de la moitié d'entre eux, équilibre vie pro-perso. Et ça, c'est d'autant plus mis à mal aujourd'hui avec le télétravail. Et contrairement aux générations plus âgées, les jeunes ont beaucoup de mal avec le télétravail. Il y a 2 tiers qui disent qu'ils sont moins productifs, moins efficaces, moins motivés. Parfois, ils n'ont pas rencontré leur manager, ils n'ont pas pu faire leurs preuves sur les fameux soft skills, etc. Enfin, il y a quand même ce côté, je suis tout seul dans mon 15 mètres carrés, où je suis chez papa, maman. C'est pas aussi excitant que des voyages d'affaires, que rencontrer mes équipes, faire des after-work, etc. Donc, le télétravail leur pèse plus. Deuxième chose, c'est avoir une mission utile et qu'ils comprennent. Et la troisième, pour seulement, entre guillemets, 1 tiers d'entre eux, c'est l'autonomie. Donc, ils veulent de la liberté, mais avant ça, aujourd'hui, c'est une quête de sens, une mission utile et quelque chose de tangible, des rencontres, un cadre de travail. Et peut-être juste pour conclure, je ressens en discutant avec eux, en écoutant, que l'environnement de travail et sa qualité est aussi importante finalement que la quête de sens ou le salaire. Oui, d'ailleurs, si on revient sur cette quête de sens, on parle effectivement beaucoup d'une génération qui est engagée, qui serait plus responsable sur les sujets environnementaux, sur les sujets sociaux. Est-ce que c'est vraiment une réalité sur le terrain? C'est une très bonne question. C'est une réalité dans le sens où le paradigme de base a changé. On ne peut plus consommer, travailler, voyager sans avoir en fait en lame de fond cette idée de est-ce que ce que je fais c'est sain, c'est durable. En fait, c'est comme si la honte avait changé de camp, comme on dit parfois sur d'autres thématiques. C'est bon bah voilà, avant je partais à l'étranger en 2 secondes, je partais en week-end, en avion, je m'achetais n'importe quelle marque, je consommais énormément et mon boulot c'était dans une grande boîte et peu importe l'impact, c'était valorisé. Aujourd'hui, ça l'est moins, ce qui ne veut pas dire que ça disparaît complètement. Donc, oui, il y a un changement qui est, pour moi, le plus important, qui est un changement de paradigme. L'engagement, la nécessité, l'impératif de changer les choses et de se dire, juste cette réalité de, OK, on hérite d'un monde compliqué et on n'aura pas la même insouciance que nos parents, c'est là. Après, les jeunes sont aussi des êtres humains. Et un être humain, il est plein de contradictions. C'est difficile d'être consistant, d'être toujours cohérent dans tout ce qu'on fait, surtout aujourd'hui. Et donc, oui, s'acheter des Nike, commander sur Amazon et prendre un avion à 20 € plutôt qu'un train qui me coûte 4 fois plus cher et 4 fois plus de temps, bah oui, qu'on ait 18 ans ou 38. Ben... Et donc, nous, on leur a posé ces questions à travers Jam et aussi à travers 25. On a créé ce qu'on appelle l'échelle de l'engagement.
Et donc, entre celui qui change un peu ses petites habitudes et celle qui est prête à tout, il y a quand même un spectre. Et donc, ils sont prêts, certains, à réduire un peu leur confort, d'autres à s'engager sur les réseaux sociaux, d'autres carrément à aller dans la rue, d'autres carrément à changer leur métier, changer leurs études. Voilà, il y a une gradation, mais en tout cas, ils savent qu'ils se situent par rapport à ça. Là où avant, on pouvait être sur une échelle de succès financier, statutaire, de réputation. Là, l'échelle, elle est là. On en a tous conscience et on sait tous qu'on est à un certain endroit. Même si on est tout en bas, on est quand même sur cette échelle. Et donc, ils sont prêts à... les 4 grandes choses qu'on a vues, c'est prêt à s'engager pour le zéro déchet, changer leur alimentation, changer la façon dont ils consomment la mode, la façon dont ils se déplacent. Mais alors, il y a 2 choses qui ne changent pas, c'est la technologie, les grandes marques. Voilà, on veut ses Nike, on veut son iPhone. Et oui, c'est le luxe et la technologie ont encore un avenir, en tout cas, c'est ce qu'on entend, puisque la nouvelle génération le plébiscite. Quelle est aujourd'hui la vision du futur pour ces jeunes générations? Comment est-ce qu'ils imaginent la sortie de crise? On a parlé de l'impact sur la crise actuelle, mais comment ils imaginent la sortie de crise? Encore une fois, il y a plusieurs façons de prendre le sujet en fonction de chacun, où est-ce qu'il en est aujourd'hui, quels sont ses rêves, quelle est sa situation, son compte bancaire, ses perspectives, ses contraintes. Enfin, est-ce que quelqu'un dans sa famille a été malade aussi? Enfin, il y a une réalité concrète, sanitaire, qui change aussi moi, je le vois même, mes proches, en fait, qui changent complètement de perspective si ça les touche personnellement. Donc, je pense que de toute façon, aujourd'hui, on ne sait pas trop en fait quelle va être cette sortie de crise. Donc, avant de savoir comment nous on l'appréhende, comment on se place par rapport à elle, ce qu'on va en faire, ce serait cool de savoir de quoi on parle et de quand on parle. Et là encore, il y a cette espèce de double discours entre ceux qui disent OK, on est la génération Covid, sacrifiée, on nous a mis sur pause, on nous a empêchés de nous voir, de nous fréquenter, de sortir, d'avoir ces années fondatrices. Et il y en a d'autres qui se disent, bon, voilà, comme je disais en introduction, un peu foutu pour foutu, maintenant, on va vraiment prendre notre vie en main. Et peut-être que cette crise, en fait, elle va nous permettre de prendre la mesure d'autres crises à venir, la crise climatique en premier plan. Et moi, ça me fait penser, cette question, à quelque chose qu'on a vécu sur le plateau de 25, où on avait invité Bilal Hassani, le chanteur qui avait représenté la France à l'Eurovision. On lui a posé la question sur scène, Bilal, est-ce que tu penses que la génération Covid-19, donc les jeunes, c'est une génération sacrifiée? Et Bilal prend son micro et dit non. Je pense qu'on nous a donné des cartes très différentes, pas les mêmes que nos parents, et qu'on va en faire des choses magnifiques, qu'on va être créatifs, etc. Et juste après, il rajoute, alors je ne suis pas en train de dire, et je cite, Thank you for this global pandemic, mais c'est difficile, mon public me manque, je sens que mes fans sont... Voilà, il y a un manque hyper fort de faire la fête, etc. Mais quand même, on a d'autres cartes. Et nous, si tu veux, si vous voulez, on voit ça, on se dit, voilà, Bilal, il représente une partie de la génération, il sait, il est en contact avec ses fans et il fait des choses qui montrent qu'il a cette force d'adaptation. Mais en fait, ils ont diffusé l'extrait, il a diffusé sur Twitter l'extrait où il dit non, on n'est pas une génération sacrifiée, on va faire plein de trucs. Et ça fait un tollé. Parce qu'il y a une partie de la population jeune qui trouve ça indécent, en fait, de dire mais attends, nous, si c'est beaucoup plus dur pour nous, j'ai dû abandonner mes rêves de médecin, j'ai dû retourner chez papa-maman parce que j'ai pas de petit job, qui est quand même plus de la moitié d'entre eux qui a un petit job. Et donc, j'ai plus pu vivre dans ma ville d'à côté, je suis retournée à la maison. Enfin, il y a une réalité qui est quand même difficile. Après, j'espère que des conversations comme celle-ci et comme plein d'autres à différentes échelles, médias, gouvernements, entreprises, vont faire qu'en fait, on prend la mesure de cette difficulté et qu'on va réussir à la dépasser, jeunes et moins jeunes, et du coup créer un cadre où en fait, on va créer quelque chose de positif par rapport à ça et les jeunes vont pouvoir être encore plus maîtres de leur avenir, avec encore plus carte blanche. Si je veux finir là-dessus, c'est ça en fait, le dire, ok, tabula rasa, carte blanche, qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a plus de carcan, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de perspective, qu'est-ce qu'on fait?
D'ailleurs, pour parler de préparation, quelles sont les formations qui sont plébiscitées par les jeunes pour se préparer à la grande transformation, notamment du marché du travail? Bah, j'ai l'impression que le Covid rebat encore plus les cartes. Déjà, il y a 2, 3 ans, on disait la technologie évolue, il faut s'adapter, il faut apprendre à apprendre. Ça, je pense que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Mais je réfléchissais à quelque chose, je me dis, mais en fait, une formation, il y a 1 an, j'aurais réfléchi en termes d'école, d'université. Aujourd'hui, quand notre formation, c'est de 8 heures à 18 heures être derrière son ordi et avoir des cours magistraux, et qu'après, de 18 heures à minuit, je suis sur YouTube ou Twitch, quelle différence? Donc, en fait, formation maintenant, ça explose encore plus parce que finalement, une école, elle est en concurrence ou en complément d'autres types d'interlocuteurs, d'acteurs, et en leur ressemblant encore plus parce qu'il n'y a plus le campus, il n'y a plus les interactions physiques, et c'est un énorme problème. Mais si on se pose la question de concrètement, rationnellement, quel choix je vais faire pour me former, si mon diplôme il est dévalorisé, si mon bac, en fait, je l'ai eu sans devoir me pointer, et si, en fait, dans tous les cas, j'aurais été derrière un écran, je peux aller me former avec un de nos invités à 25, Hugo Décrypte, qui a créé son propre média. Je peux me former à l'étranger, en suivant des cours à l'étranger. Je peux me former avec mes pairs. Je peux me former à plein de choses différentes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les attentes, c'est trouver quelque chose qui nous ressemble vraiment, et peut-être moins statutaire et moins pour le diplôme, même si on se fait chier pendant les études, parce qu'en fait, on peut tout apprendre, et voilà, l'institution, elle est plus qu'elle était. Et je pense que aussi, ce côté apprendre à apprendre et apprendre à s'adapter, à faire des pas de côté et s'adapter en prenant du plaisir et pas en subissant. Et je pense que ça, c'est même une urgence qu'on s'est pris en pleine face avec le Covid, où du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec des métiers impraticables, des métiers revalorisés, des métiers dévalorisés. On se disait, mais en fait, toi, tu fais quoi avec tes présentations PowerPoint? Et je me compte dedans, hein, mais vraiment, il y a ce côté, mais t'es pas sur le terrain, et toi, au contraire, tu croyais que tu faisais quelque chose d'important, et finalement, même des managers qui se sont dit, mais mes équipes, je les vois plus et tout se passe très bien. Enfin, donc, je pense qu'il y a un nouveau changement de paradigme aussi qui est on ne sait pas de quoi demain le monde du travail sera fait à cause de la technologie, du contexte climatique, du contexte sanitaire. Et ben alors du coup, de quoi j'ai envie et où est-ce que je vais aller pour l'apprendre? Et je peux aller autant sur une petite chaîne de YouTube de 1000 abonnés qui commence à cartonner mais qui est hyper bien renseignée que à HEC, quoi. Parce que finalement, mon expérience, elle est assez similaire. Ça me parle particulièrement ce que vous dites sur ce que moi j'appelle les médias d'apprentissage. Effectivement, il y a une sorte de fluidité qui existe entre la consommation des contenus et demain les moyens d'apprendre. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire au sein de Bova. Merci beaucoup, Marjolaine. Merci, Michel. On va passer à présent à la question économique et au lien, à l'articulation économie et travail en accueillant un économiste, Bernard Gazier. Bonjour Bernard Gazier, vous êtes professeur émérite de sciences économiques à l'Université de Paris 1. Depuis le début des années 2000, vous concentrez une partie de vos travaux sur l'organisation de la mobilité du travail. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, dont Tous sublimes vers un nouveau plein emploi. Est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Quel est votre regard sur le travail aujourd'hui, Bernard Gazier? Oui, alors il y a, en ce qui concerne le travail aujourd'hui, évidemment, la perception immédiate que l'on a avec la digitalisation, les plateformes, avec, je dirais aussi, la porosité entre les temps personnels et les temps de travail. Il y a aussi tout ce qui est individualisation. On voit monter ces tendances. Mais je voudrais insister sur deux éléments qui, sans mettre en cause ces tendances, au contraire, me semblent permettre de les mettre en perspective. En effet, si l'on parle d'individualisation, il faut voir que c'est une individualisation extrêmement médiatisée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se situent à l'interface. Alors certains se font oublier. La plateforme fait comme si ça n'était pas son travail d'être employeur. Elle se borne, dit-elle, à mettre en contact des clients et des producteurs.
En même temps, elle norme les choses, elle recueille éventuellement les doléances, elle fait toute une série de choses. Et donc, c'est ce que l'on appelle un tiers. Et ce tiers, eh bien, il se multiplie aujourd'hui dans l'univers du travail. Alors, je vous en donne quelques exemples. Il y avait autrefois l'intérim, c'était bien connu. Il y a toujours l'intérim, je dirais même plus que jamais d'un certain point de vue. Si vous prenez par exemple les fabricants automobiles, eh bien, ils recrutent de plus en plus d'opérateurs, souvent très qualifiés d'ailleurs, sous le régime de l'intérim, simplement parce que la vente des voitures est quelque chose qui n'est pas stable du tout, qui dépend de l'engouement du public pour tel ou tel modèle. Donc, vous avez ce modèle de l'intérim, vous avez ce qu'on appelle la régie. Prenez les gens qui, par exemple, font le ménage. Il y a eu une grève à Beaubourg, où ce sont le personnel de ménage qui s'est mis en grève. Eh bien, ce n'était pas Beaubourg, l'employeur. Il y avait un employeur tiers qui s'installait ici. Alors, voilà des exemples. Vous avez des exemples qui se rapprochent des plateformes. Prenez ce qu'on appelle le portage salarial, prenez les coopératives d'activité, prenez les groupements d'employeurs, etc. Bref, beaucoup de tiers. Est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont mauvais? Ben, c'est une question qui n'est pas tranchée a priori. Les tiers peuvent être tout à fait l'occasion de développer des opportunités de contact, d'emploi, de services, etc. Les tiers peuvent être aussi des capteurs de rente, s'installer là où c'est profitable, sans faire grand-chose. Et évidemment, on est dans l'ambivalence. Prenez Uber. Uber, eh bien, les chauffeurs qui sont là sont quelquefois des jeunes gens du 9-3, comme on dit, et qui, finalement, trouvent là une occasion d'exercice professionnel qu'ils n'auraient peut-être pas trouvé autrement. D'un autre côté, Uber, c'est de plus en plus visible, Uber correspond en fait à des pseudo-salariés, et il est temps, à mon avis, de requalifier les salariés d'Uber. Bref, une première tendance, l'intermédiation. Et cette première tendance, elle se combine avec une deuxième tendance qui est la reféodalisation de la relation salariale. Alors voilà un bien grand mot, on ne revient pas au Moyen-Âge. En fait, il faut partir du fait que la relation salariale, elle est stabilisée, en France particulièrement, mais dans la plupart des pays, autour d'une idée simple, c'est l'idée de subordination. Alors subordination, ça veut dire, dans un cadre extrêmement précis, je fais ce qu'on me demandera de faire et je suis d'accord pour que ce soit normé, contrôlé, évalué, mais c'est ce cadre et rien de plus. Donc la subordination est une stabilisation, je dirais, légale et collective d'un rapport dans lequel il y a quelqu'un qui commande dans l'entreprise. Alors, c'est ceci qui est en train de s'éroder de plus en plus aujourd'hui et qui se transforme parce que la digitalisation met en cause, par exemple, la possibilité usuelle de stabiliser les travailleurs collectivement. Au contraire, on va le faire maintenant individuellement. On peut savoir individuellement ce que font les gens. Donc, il va y avoir ce contrôle qui va être de plus en plus visible. Prenez le télétravail aujourd'hui aussi à l'occasion de la crise. Et par rapport à cela, eh bien, finalement, on vous sonne. Vous êtes comme un domestique. Eh bien, c'est un petit peu cela qui se passe. On est censé réagir instantanément aux sollicitations. Alors, c'est ça, la reféodalisation, c'est l'idée qu'il ne suffit pas d'être subordonné, il faut être à disposition. Et être à disposition, ça peut être quelque chose de très, très envahissant. Alors, je termine juste en disant que pour les plus forts, c'est l'occasion de montrer leur créativité, leur réactivité, leur capacité d'initiative. Pour les plus faibles, cela peut être très dangereux parce que derrière cette reféodalisation, eh bien, il y a par exemple ces livreurs qui attendent sur leur vélo ou leur motocyclette et qui attendent qu'on leur demande quelque chose indéfiniment et qui ensuite se dépêchent. On voit arriver à ce moment-là quelque chose qui n'est pas du tout la même chose que la subordination classique. Selon vous, quelle est l'ampleur de ce phénomène, notamment avec la montée en puissance de ces nouvelles intermédiations? Vous avez parlé des plateformes, la montée en puissance aussi de l'entrepreneuriat, des freelances. Est-ce que vous pensez que nous vivons une crise du salariat qui pourrait aboutir à la fin de ce modèle? Alors, crise du salariat, le mot est peut-être un peu fort parce que le salariat est plus que jamais, paradoxalement, dominant. C'est-à-dire que si vous regardez aujourd'hui la répartition des emplois en France, eh bien, on n'observe pas du tout une véritable montée de l'entrepreneuriat. Ce que l'on voit, c'est la fin de ce processus séculaire qui a fait que le monde paysan, qui était formé d'indépendants,
majoritairement, eh bien, ce monde s'érode. Vous savez que maintenant, ils ne sont plus que 400 000, alors qu'évidemment, ils étaient presque 80% de la population active dans les années 1900. Donc, il y a un changement absolument radical. Et donc, monte un tout petit peu une série, effectivement, de populations, mais cela reste modeste. Aujourd'hui, nous avons plus de 80% de salariés et nous avons, disons, 15% d'indépendants. Alors, à partir de là, ce qu'il faut voir, c'est où est la crise. La crise, c'est qu'en fait, il y a en fait une interpénétration des deux mondes. Alors, où est-ce qu'on le voit? Eh bien, en fait, prenez cette obligation désormais de prendre des initiatives, de ne pas être passif simplement, et prenez par exemple la célèbre opposition entre la peine et la panne. La peine, c'est, par exemple, j'ai une pelle et je remplis la locomotive de charbon. Bon, ça, c'est la peine. La panne, c'est je surveille une grosse machine et je dois pouvoir être réactif s'il y a quoi que ce soit qui s'enraye. Eh bien, il faut prendre des initiatives. Eh bien, derrière l'initiative, il y a la culture du projet, il y a l'individualisation, il y a tous ces éléments. Ceci rapproche finalement le salarié de l'entrepreneur. Mais symétriquement, l'entrepreneur, eh bien, c'est un modèle de plus en plus en réseau qui va être pris dans ces plateformes, dans ces éléments-là. Et donc, paradoxalement, par certains aspects, pas tous, il se rapproche du salariat. Bref, on est dans une situation où les choses ne sont plus tout à fait avec les mêmes frontières qu'auparavant. Il en résulte quelque chose qui est assez troublant, c'est qu'on pourrait dire « Ah, vous avez obtenu un CDI, ça y est, vous êtes stabilisé ». Ben voilà, un tiers des nouveaux CDI conclus dans l'année font l'objet de démissions. Alors, pas de rupture en renvoyant, non, c'est les gens qui partent. Et ils partent simplement parce qu'ils ne sont pas satisfaits. L'exemple très concret qui permet de toucher du doigt cette affaire-là, ce sont évidemment les caissières dans les grands magasins qui souvent sont en CDI à temps partiel et avec des horaires qui peuvent être tout à fait instables, qui peuvent changer de semaine en semaine. On leur dit, écoutez, la semaine prochaine, il y a nocturne le mercredi. Bon, évidemment, ça peut être très déstabilisant si ce sont des gens qui ont des responsabilités personnelles. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le salariat en tant que tel n'est plus du tout cette terre ferme que certains pensaient toucher d'un côté, et de l'entrepreneuriat lui-même est en fait beaucoup plus socialisé qu'il n'y paraît. D'un côté, avec ce CDI qui part en lambeaux potentiellement, de l'autre côté, ces entrepreneurs qui travaillent en réseau. Comment est-ce que vous voyez ce nouveau marché se structurer, cette mobilité du travail se structurer? Oui, voilà le paradoxe, c'est qu'on pourrait dire qu'il faut structurer le travail directement. Et c'est vrai que ça peut se faire. Mais là, on va faire un peu d'économie brute. Lorsque vous avez un marché, si le pouvoir est d'un côté, eh bien, évidemment, l'autre côté peut être vulnérable. Et prenez par exemple tout ce qui est miettes d'emploi aujourd'hui, tout ce qui est possibilité d'avoir un petit boulot. Qui est les babysitters? C'est parfait, il en faut. Hein, c'est très bien pour les étudiants qui d'ailleurs ont du mal à le faire tous ces temps-ci dans la crise. Mais derrière cet exemple-là, vous avez des gens qui sont pris dans des miettes d'emploi. Et on pourrait dire, c'est un scandale, regrouper tout ça, etc. Oui, mais une meilleure manière de faire est bien plus simple, c'est de faire que ces gens puissent quitter les miettes d'emploi pour quelque chose de mieux dès qu'ils peuvent. Ça s'appelle le contrôle sur le marché du travail. Et c'est là qu'on va voir arriver le lien entre un meilleur contrôle du marché du travail et le regroupement, la recomposition des tâches, etc. Alors l'exemple que l'on peut prendre ici et qui m'a personnellement beaucoup inspiré, comme vous l'avez montré au début de votre présentation, c'est l'exemple des sublimes. Alors les sublimes, ce sont en fait des ouvriers très qualifiés à l'époque de Napoléon III, donc il y a vraiment longtemps, il y a plus de 100 ans, et ces sublimes qui étaient, moi, je ne sais pas, chaudronniers, vulcanisateurs, serruriers, etc., étaient en fait des gens dont l'industrie avait besoin. Ce sont d'ailleurs ces gens qu'une industrie automobile naissante, vers 1900, va recruter. C'était des gens très qualifiés à l'époque. Alors, ces gens très qualifiés, les patrons avaient besoin d'eux. Du coup, ils étaient en position de force pour négocier ce qu'ils souhaitaient. À l'époque, pour eux, le salariat, il faut le dire, c'était l'horreur, parce que le salariat, c'était se mettre sous les ordres d'un patron. Or, ils étaient super compétents, donc ils voulaient être autonomes le plus possible. Du coup, ils faisaient des arrangements temporaires, surtout ne pas m'engager en durée indéterminée. Au contraire, une durée déterminée, mais déterminée jusqu'à quand? Jusqu'aux vacances de l'été. Et à ce moment-là, on fera une pause, on fera 2 mois pour aller, par exemple, danser dans les bals, dans les guinguettes, sur les bords de la Marne. C'était souvent des ouvriers parisiens. Eh bien, voilà les sublimes
qui finalement contrôlaient le marché du travail à leur avantage. Alors l'idée d'aujourd'hui, c'est de rendre cela possible pour tous. Ça ne veut pas dire que tout le monde va devenir très qualifié, cela veut dire qu'il faut pouvoir contrôler le marché du travail par des mobilités mieux organisées. Alors, ce processus, ça passe par quoi? Ça peut passer, par exemple, par les réseaux d'apprentissage, les réseaux où des projets et des coopérations peuvent naître. Cela peut passer par des politiques publiques de création d'emplois. Cela peut passer par des droits à restructuration, à reconversion, pardon, au-delà des restructurations. Donc, vous êtes, par exemple, victime d'une restructuration. Prenez un ouvrier automobile aujourd'hui, on lui dit, écoutez, maintenant l'automobile traditionnelle, c'est fini, ça va être l'automobile électrique. Et ce ne sont pas les mêmes conditions de production, pas les mêmes moteurs, etc. Voulez-vous vous reconvertir? Là, on voit apparaître une possibilité de meilleur contrôle du marché du travail. Je profite de ce point que vous évoquez sur les sublimes pour essayer de comprendre un peu mieux comment nous pourrions imaginer une société faite d'une majorité, voire de sublimes à tous les étages de la société. Est-ce que c'est quelque chose de possible? Je voudrais vous entendre sur ce sujet-là. Est-ce que c'est une utopie réaliste que d'imaginer qu'on puisse tous être des sublimes? Alors, en tout cas, ça a été le titre du livre que j'ai écrit effectivement au début des années 2000, Tous sublimes, avec cette idée que ce serait un objectif souhaitable. Ce qu'il faut voir, c'est que ces personnes sont à la fois hyper individualistes, et en ce sens-là, au cœur de notre modernité, et en même temps, qu'est-ce qu'ils faisaient le soir? Le soir, ils faisaient des caisses d'entraide, et puis ils organisaient ce qui est devenu les syndicats. Donc, en fait, ce sont des gens qui étaient à la fois individualistes et très, très solidaire. Et ce processus me paraît une des réponses aujourd'hui à la crise, marcher sur ses deux jambes. Et dans les expériences que l'on voit aujourd'hui face à la crise, qu'est-ce que l'on voit? On voit finalement une énorme protection sociale qui tient très bien, en tout cas en France, qui a eu des trous. Il y a eu des trous dans la raquette, il y a des gens qui sont furieux. Il y a par exemple tous les artistes dont les activités ont été supprimées. Mais en même temps, on n'a jamais vu pareille capacité de réponse. Et cette capacité de réponse, c'est une sursocialisation des revenus. C'est-à-dire que c'est l'État qui va s'occuper du revenu que vous allez toucher. On va compenser, vous nous dites un peu, on vérifiera de plus en plus, mais malgré tout pas tant que ça, et on vous donne de l'argent. Bon. On voit très bien cette sursocialisation. On voit en même temps un autre aspect qui est très visible dans la crise, c'est l'hyperflexibilisation dérogatoire du côté des entreprises. Dans le fond, vous pouvez modifier les conditions sanitaires, modifier les horaires, modifier les conditions de travail, le tout beaucoup plus facilement qu'avant. On voit très bien apparaître ce double jeu. Alors à ce moment-là, face à la crise, une solution pourrait apparaître, et dont je voudrais discuter un tout petit peu, c'est évidemment l'allocation universelle. Alors je sais que cela sera discuté avec un des auteurs les plus créateurs et les plus centraux de cette utopie, Philippe Van Parijs. Et je voudrais dire ici que à la fois j'admire cette perspective et que je ne la partage pas complètement parce que finalement, à la faveur de la crise, ce qui apparaît ici, c'est quelque chose qui dépossède les gens de leur capacité d'action. On pourrait dire, vous avez de l'argent, écoutez, c'est très bien, maintenant faites ce que vous voulez. Oui, mais justement, la capacité d'action, c'est le fait de s'approprier les choses, c'est le fait de pouvoir négocier, c'est le fait, par exemple, justement, reprenons l'exemple de la restructuration de l'industrie automobile, de se mettre d'accord syndicat-patronat pour un processus de reconversion éventuellement territorialisé dans lequel finalement, eh bien, une série de personnes pourront s'engager, d'autant mieux qu'elles savent qu'elles seront portées, soutenues par le collectif. Ceci permet d'arriver vers quelque chose que l'on pourrait appeler des sécurités actives. Et l'idée des sécurités actives, ce n'est pas simplement le fait d'avoir de l'argent et d'être libre ensuite d'utiliser son temps. C'est le fait d'avoir des options concrètes de carrière, d'évolution, peut-être. Le plus important pour moi, ce serait que les gens puissent avoir ce que l'on appelle des carrières obliques. Et une carrière oblique, c'est une carrière qui commence dans le salariat, qui peut-être fait un congé pur et simple pour aller voir du pays, qui ensuite revient en tant qu'entrepreneur, qui ensuite repart en tant que bénévole, qui peut-être repart encore salarié. Eh bien, ces carrières obliques me paraissent véritablement l'avenir du travail d'aujourd'hui, simplement peut-être parce qu'il y a
la découverte de soi-même en même temps que la découverte des autres. Et c'est peut-être l'horizon de la crise. Je rajouterai un élément qu'on ne peut pas développer ici, c'est évidemment l'enjeu écologique et l'ensemble des reconversions qui sont maintenant nécessaires font que si l'on relance l'économie, ce qui est plus que nécessaire aujourd'hui, il faut que ce soit pour une autre croissance, pas la croissance d'avant, ce qui suppose à nouveau des mobilités organisées. Donc les liens entre le dedans et les dehors de l'entreprise passent désormais au premier plan. Merci Bernard Gazi. On retiendra la perspective oblique et sublime du travail. Merci et à très vite. Je vous propose de retrouver à présent Yann Ferguson. Bonjour Yann. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'ICAM de Toulouse. Vos travaux portent notamment sur l'impact de l'IA, de l'intelligence artificielle sur le travail. Pouvez-vous nous rappeler brièvement de quoi on parle quand on parle de l'influence de l'intelligence artificielle sur le travail? Oui, alors on a deux grandes tendances, deux grands sujets. Le premier, évidemment, c'est celui du remplacement. C'est l'inquiétude qui est la plus souvent manifestée, c'est-à-dire est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer l'humain au travail? Donc ça, c'est évidemment une préoccupation très forte pour différentes raisons. D'abord parce que le travail, depuis presque toujours, est considéré comme un moyen de subsistance. Mais depuis la révolution industrielle, depuis le milieu du 19e siècle, c'est aussi considéré comme une essence de l'humain. Hein, là-dessus, par exemple, les libéraux et les socialistes convergent au milieu du 19e siècle pour dire l'humain se réalise en tant qu'espèce par le travail. Alors, par quel mécanisme? Il se réalise parce qu'il humanise la nature, il transforme le monde dans lequel il vit, et donc c'est un acte d'humanisation qui l'éloigne de sa condition animale. C'est un acte de réalisation de lui-même, puisque dans son œuvre, il se projette. Et puis, c'est un acte de sociabilité, puisque en produisant quelque chose, eh bien, quelqu'un d'autre pourrait jouir de ce travail, et à travers ça, eh bien, on fait société. Donc, une inquiétude très forte, l'intelligence artificielle va-t-elle nous remplacer au travail? La deuxième inquiétude forte, c'est si elle ne nous remplace pas, mais qu'elle est là malgré tout, c'est quelles sont les relations que l'on va établir avec ces outils intelligents. Alors, cette inquiétude, bien évidemment, elle débouche sur une forme d'aliénation. C'est-à-dire, est-ce que l'humain ne va pas se retrouver dans une situation d'asservissement à l'intelligence artificielle, à la machine, à l'algorithme? Cette peur, elle a des racines profondes. Elle est particulièrement liée à la place qu'occupe l'intelligence dans les représentations que nous avons de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en tant qu'espèce, nous avons tendance à penser que notre supériorité sur le vivant provient de notre supériorité intellectuelle. En fait, elle vient d'une supériorité intellectuelle sur une dimension particulière de l'intelligence, qui est l'intelligence logique et abstraite, qui est celle qui est la plus proche des mathématiques. Et donc, l'intelligence artificielle, on se la représente comme étant très performante sur cette forme d'intelligence spécifique. Elle est créée par des gens qui sont aussi très performants sur cette intelligence spécifique, qui sont plutôt proches des mathématiques. Et donc là vient la dilemme, c'est que si effectivement la raison pour laquelle nous dominons le monde et le vivant disparaît au profit d'une autre entité, est-ce que dans le monde et au travail en particulier, on ne va pas se retrouver dans une situation où on va obéir à la machine? Donc ça, ce sont les deux grands systèmes de représentation que l'on retrouve lorsqu'on pose la question de l'intelligence artificielle au travail. Et selon les premiers résultats de vos études, vers quelle tendance on se dirige? Alors, ce que l'on repère moins finalement, c'est pour le moment en tout cas, le remplacement, je dirais, pur et dur, c'est-à-dire la suppression rapide d'une très grande quantité d'emplois qui avait été annoncée par les premières études qui dataient de 2012-2013. En fait, ça prend beaucoup plus de temps qu'on le pensait.
pour plusieurs raisons. L'une des premières raisons, c'est que ce n'est pas facile d'automatiser un métier. Ce n'est pas facile parce qu'il faut comprendre le métier qu'on automatise et il faut le comprendre au-delà que le métier a de la compréhension qu'il a de lui-même. C'est-à-dire que chaque métier est capable, chaque professionnel est capable d'expliquer d'une certaine façon ce qu'il fait, comment il fait, comment il faut faire pour faire son travail. Mais il y a toute une part d'intelligence tacite, de dimension tacite, hein, comme on le dit, qu'il n'est pas capable d'expliciter. Voilà. Donc, il faut aller vers ce travail réel, ce travail caché, ce travail qui est ignoré du travailleur lui-même pour essayer d'automatiser entièrement un métier. Là, on n'est pas dans les laboratoires, on est dans la réalité. Voilà. Et on se rend compte que préparer une intelligence artificielle à réaliser un métier, l'intégralité d'un métier, même certaines tâches humaines, ce n'est pas facile. Si je prends l'exemple de Watson, dont on dit qu'il avait des résultats exceptionnels sur le diagnostic de cancer aux États-Unis, cette même intelligence artificielle a échoué dans des grandes proportions lorsqu'on l'a utilisée dans des hôpitaux indiens. Pourquoi? Parce qu'il y avait des biais de culture dans les données qui avaient été utilisées pour l'entraînement de ces algorithmes. Et de fait, les effets de bord, c'est-à-dire tout ce qui s'éloignait de la norme de la peau américaine, étaient beaucoup moins bien traités. Mais ça, c'est la réalité. Voilà, c'est le monde en 3 dimensions, c'est le monde réel. Donc, c'est beaucoup plus difficile à faire. Après, il y a évidemment la capacité d'investissement des entreprises, la capacité des entreprises à remettre en cause des modèles industriels, à utiliser parfois l'IA pour des choses pas si importantes que ça, hein, comme par exemple les chatbots. On se rue beaucoup sur les chatbots, ce qui est intéressant malgré tout, mais ce n'est pas forcément des applications qui vont faire gagner en productivité. Donc, en fait, ça prend beaucoup plus de temps que ça. Donc, si on n'est pas sur cette forme de remplacement, là, on va sur l'autre thème qui est la coopération humain-machine. Est-ce qu'on produit des relations capacitantes pour l'humain ou aliénantes pour l'humain? Là, on voit les deux, en fait. Voilà. On voit les deux et parfois, on les voit aussi dans les intentions des commanditaires de ces systèmes d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on a des responsables d'entreprise ou des managers qui clairement cherchent à déplacer l'intelligence de leurs travailleurs dans une machine pour rendre les travailleurs plus polyvalents, moins experts, moins en capacité à faire peser de l'incertitude. C'est-à-dire, si je m'en vais, part avec moi tout un patrimoine de connaissances indispensables pour vous. Cette situation, de tout temps, hein, depuis Taylor, elle est intenable pour les dirigeants. Et donc, les dirigeants ont envie de, quelque part, assouplir ce caractère indispensable d'une certaine catégorie de travailleurs en disant, finalement, je peux prendre un profane, un néophyte, l'équiper d'une bonne intelligence artificielle et j'ai le travail d'un expert. Donc ça existe. De l'autre côté, on voit aussi des déplacements de l'intelligence qui sont beaucoup plus favorables aux travailleurs. Par exemple, lorsque on va déplacer des tâches répétitives à faible valeur ajoutée et qu'on va concentrer le travailleur sur des tâches plus élevées et sur lesquelles il va devenir de plus en plus performant. Voilà. Donc, les mouvements, je dirais, les deux mouvements existent. Un mouvement qui va vers plus d'aliénation et des mouvements qui vont vers plus de mise en capacité, de développement de capacité. Et si on se projette vraiment dans le futur, sur le long terme, est-ce que personnellement, vous pensez, puisque vous avez beaucoup travaillé sur ces sujets, que le travail peut disparaître? Alors, moi, je ne pense pas que le travail peut disparaître pour plusieurs raisons. D'abord, il y a le raisonnement économique conventionnel qui explique bien que historiquement, à chaque fois qu'il y a eu l'automatisation d'un certain nombre de tâches, cela a eu des débouchés positifs sur d'autres secteurs d'activité, d'autres emplois qui ont été créés par des gains de productivité, par de la production d'activités qui ont bénéficié à d'autres catégories d'emplois. Après se pose la question de la qualité de ces emplois. Voilà. Est-ce que ces emplois seront de même qualité que ceux qui ont été absorbés par cette révolution machinique?
Là, certains experts disent attention, lorsqu'on détruit des emplois de techniciens dans l'industrie et que derrière on génère beaucoup d'emplois dans le tourisme parce qu'on a créé, grâce aux gains de productivité amenés par la machine, du pouvoir d'achat qui permet aux gens d'aller passer plus de vacances, bah, les emplois dans le tourisme, ils n'ont pas la même qualité d'épanouissement, la qualité de sociabilité et de rémunération, de la capacité de se réaliser à travers le travail. Donc, la point de vigilance, c'est plutôt pas sur la disparition du travail dans cette optique, mais sur le fait de créer des emplois peu intéressants et de créer aussi une catégorie de travailleurs pauvres qui existent déjà et qui pourraient être renforcés par l'IA. Donc un travail qui ne disparaît pas, mais qui s'appauvrit dans beaucoup de dimensions, dans la richesse produite pour la personne et dans la richesse économique qui est générée aussi. Deuxième élément de réponse, regardez ce que représente le travail pour notre société. En propos liminaire tout à l'heure, j'ai bien expliqué que depuis 150 ans environ, le travail est assimilé à l'essence de l'humain. Et si c'est l'essence de l'humain, eh bien, il va se battre pour la conserver. Et ça veut dire que finalement, le travail, il ne faut pas le percevoir uniquement par la valeur économique engendrée, mais aussi comme valeur sociétale. Et là, je vous renvoie, et je suis je trouve ça très stimulant, aux travaux de David Graeber, qui dit que, en fait, on devrait déjà vivre dans une société de sous-emploi. Mais comme c'est moralement inadmissible de ne pas travailler, eh bien, on a créé des nouveaux emplois. On dit souvent d'ailleurs qu'on ne connaît pas les emplois de l'avenir, mais selon lui, ces nouveaux emplois, ils ne se révèlent pas tant par la valeur économique qu'ils produisent que par le fait qu'ils occupent les gens. Voilà. D'ailleurs, pour lui, ces emplois sont souvent inutiles. C'est pour ça qu'il les appelle les fameux bullshit jobs. Mais on va créer des emplois, non pas parce qu'ils sont utiles, non pas uniquement parce que on a besoin de moyens de subsistance, mais parce que travailler est une valeur morale dans notre société. Et comme nous avons besoin de morale pour maintenir l'ordre social, eh bien, nous allons tout faire pour créer des nouveaux emplois en permanence, quand bien même l'intelligence artificielle, à chaque fois, va venir les challenger. Est-ce qu'une autre catégorie d'activité, d'emploi pourrait émerger du fait de l'automatisation? Est-ce que cette catégorie autour du service à la personne, qui sera difficilement remplacée par l'IA, est possible? Oui, alors cette question, elle fait directement appel un peu à tout ce qu'on a appris à l'école, c'est-à-dire les trois secteurs, hein. Il y a l'agriculture, et puis il y a l'industrie, et puis il y a le service. Bon, on sait que l'agriculture a fait l'objet d'une phase d'automatisation, que les salariés sont massivement allés vers l'industrie, qui a aussi fait l'objet d'une phase d'automatisation, qui sont allés massivement vers le service, en tout cas pour les économies comme la nôtre. Et maintenant, on se dit, l'IA arrive dans le service, et qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Eh bien, la réflexion qui est très partagée par beaucoup d'experts qui ne sont pas technophobes, mais qui sont plutôt au contraire technophiles, c'est de dire on va créer un tiers secteur non marchand. Voilà. Alors, c'est compliqué dans nos raisonnements actuels, mais il y a tout un tas d'activités qui sont essentielles pour le vivre ensemble, qui sont essentielles pour la société civile, comme par exemple accompagner une classe d'enfants à la sortie piscine. Aujourd'hui, le public n'a pas l'argent pour aller payer systématiquement un éducateur adulte formé pour accompagner les enfants pour qu'ils apprennent à nager. Donc ça repose sur les parents. Sauf qu'aujourd'hui, les parents, ils sont obligés de poser un congé pour le faire. Et donc, aujourd'hui, il y a plein de besoins qui émergent pour qu'on puisse faire société, que le secteur public a du mal parce que faute de moyens à assumer, et on va créer ce secteur social ni public ni privé avec de l'innovation sociale qui va être orienté vers justement le soin de chacun, mais aussi le soin du nous. Voilà, comment faire société. Voilà, et Jérémy Rifkin le disait déjà dans les années 90 quand il parlait de la fin du travail, quand il disait le logiciel remplace le personnel. Lui, il y voyait déjà cette issue du tiers secteur non marchand. Et il a réactualisé cette idée dans un de ses derniers livres quand il parle de la société du coût marginal zéro, où il dit finalement, plus ça va coûter zéro de produire. Les ordinateurs, avant, ça coûtait plusieurs milliers d'euros. Maintenant, on les donne dans les magazines. La presse écrite est offerte à la sortie du métro.
Un encyclopédie, avant, on payait ça pendant des années parce qu'on avait quelqu'un qui avait réussi à nous convaincre en tapant à la porte. Maintenant, on va sur Wikipédia. Donc, tout ce qui avait énormément de valeur est en train de devenir gratuit. Et donc, les entreprises vont avoir du mal à vivre de cette gratuité parce que ce qui a été gratuit à produire, ça va être difficilement, défendable de le vendre. Et donc, cette société de coût marginal zéro va aller vers ce tiers secteur non marchand. Et comment serait financé ce tiers secteur? Est-ce que vous avez une idée du financement de ce tiers secteur? Alors, les personnes qui observent ces tendances, alors Rifkin, je n'ai pas souvenir qu'il en ait parlé, mais il y a souvent deux grandes tendances qui se dégagent et qui n'ont pas eu un grand succès lors des dernières élections présidentielles en France. Il y a la taxe robot. Sur le principe simple qu'aujourd'hui, quand quelqu'un travaille, il y a une cotisation patronale et une cotisation sociale qui permet d'alimenter un certain nombre de caisses qui alimentent l'État-providence. Si on supprime les travailleurs qu'on les remplace par des robots, il va bien falloir qu'on puisse malgré tout récupérer cet argent. Alors en France, ça a été vécu comme une agression anti-robot, comme une position anti-moderne, anti-technologique. Aux États-Unis, c'est porté par Bill Gates, qu'on ne peut pas taxer d'être une espèce de socialiste marxiste anti-robot. Donc ça, c'est quelque chose qui est largement défendu. Et puis, il y a de façon parfois articulée ce revenu minimum universel, revenu minimum de base, qui est une proposition qui revient quasi systématiquement de la part de tous les analystes de la robotique et de l'intelligence artificielle. Encore une fois, pas des gens du MIT qui sont dans les laboratoires. Alors, parfois, simplement comme une période transitoire. C'est-à-dire, plutôt que les personnes restent attachées jusqu'au dernier moment à un métier condamné à disparaître, donnons-leur l'opportunité d'arrêter et d'aller se former pour les nouveaux métiers ou pour aller vers le tiers secteur non marchand. Mais le problème étant que lorsque votre métier est condamné, vous allez plutôt essayer d'y être jusqu'au dernier moment parce qu'en attendant, vous n'avez pas de revenus. Voilà, donc certains pensent que le revenu minimum de base, c'est une condition d'existence qui doit se maintenir dans le temps. D'autres le proposent plutôt comme une mesure, je dirais, provisoire pour accompagner ces transformations que l'intelligence artificielle pourrait amener. Eh bien, c'est une parfaite transition parce qu'en effet, quand on aborde la question de la révolution du travail par l'IA, par l'automatisation, on évoque très souvent la perspective de ce revenu universel qui serait une sorte de filet de sécurité pour maintenir l'équilibre social. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir l'un des pionniers de la défense du revenu de base inconditionnel. Je me tourne vers Philippe Van Pares. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous avez été professeur à Harvard et à Oxford. Vous êtes membre de l'Académie royale de Belgique, fondateur du Basic Income Earth Network. En quoi le revenu universel est-il une réponse à l'émergence de l'intelligence artificielle? Le revenu universel est une réponse à beaucoup de choses, mais c'est entre autres une réponse à un mouvement beaucoup plus large de remplacement de l'homme par la machine, dont l'intelligence artificielle n'est qu'un aspect. Alors, parfois, on établit ce lien en disant, avec tout ce qui est en train de se passer, automation, robotisation, intelligence artificielle, il n'y aura plus de travail pour tout le monde et donc il s'agit de remplacer le droit au travail par un droit au revenu pour ceux qui n'auront pas la possibilité de trouver un travail. Ce n'est pas du tout mon argument. Néanmoins, ce processus de changement technologique est pertinent pour l'argumentation en faveur du revenu universel, mais pour la raison suivante, c'est que ce processus de changement technologique combiné avec la mondialisation conduit à deux phénomènes simultanément. Premièrement, il y a une explosion des revenus les plus élevés. Ceux qui ont la chance de disposer de savoir-faire particulièrement valorisés par le marché mondial, ceux qui ont des droits de propriété intellectuelle particulièrement importants, ceux qui disposent de capital, pour tous ceux, c'est fantastique et leur earning power, leur pouvoir de gain explose. Mais en même temps, il y a une explosion de la précarité au bas de l'échelle. Beaucoup de personnes, en raison de cette évolution technologique, en raison de la concurrence internationale, se retrouvent soudain sans revenus, avec des revenus très bas. Et face à ce phénomène de polarisation, le revenu universel
est une réponse, pas du tout parce que ça va substituer l'accès à un revenu à l'accès à un travail rémunéré, mais parce que ça va fournir un socle qui, combiné avec l'apprentissage tout au long de la vie, doit permettre à chacun d'avoir accès à un emploi rémunéré, un travail rémunéré qui ait du sens. Donc, ce n'est pas la fin du droit au travail, c'est au contraire une manière de le réaliser dans les circonstances qui sont créées par l'intelligence artificielle et d'autres phénomènes auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. Et tout de même, quand on parle de revenu universel, un a priori apparaît très souvent dans la conversation. Comment est-ce qu'on peut croire que ce revenu universel ne favorise pas la l'oisiveté? Comment on peut imaginer que ce soit un moyen d'émancipation et non d'abrutissement des masses? Mais entre l'oisiveté et l'abrutissement, il y a bien sûr une différence. Alors, au moment où on abolit l'esclavage, certains ont dit aussi, oh, terrible, une fois que ces gens ne sont plus des esclaves, ils vont pouvoir être oisifs. Mais là, je crois que ceux qui défendent le revenu inconditionnel assument, ils disent, oui, c'est une autre étape importante dans l'émancipation de l'humanité. L'abolition de l'esclavage, ce n'était que la création, l'avènement d'une liberté formelle de ne pas devoir travailler pour d'autres. Le revenu universel, c'est quelque chose comme la possibilité réelle de ne pas accepter n'importe quel emploi pour ne pas devoir accepter n'importe quel emploi pour pouvoir survivre. Donc, de ce côté-là, ben oui, effectivement, c'est la fin d'une obligation de travailler. Mais est-ce que pour autant ça va conduire au farniente généralisé? Bien sûr que non. En premier lieu, parce que, au contraire de nos systèmes existants d'assistance sociale, ce n'est pas focalisé sur les pauvres. Au moment où on cesse d'être considéré comme pauvre, on ne perd pas le droit à cette allocation. Et par conséquent, donc c'est le thème familier autour du thème donc sur le thème du revenu universel, c'est cette idée que le revenu universel doit permettre d'abolir ou de réduire la trappe de la pauvreté, le piège du chômage, celui dans lequel on est coincé dès le moment où on a droit à une allocation que si on est pauvre, que si on n'a pas de revenus ou on a des revenus très faibles. Donc, le revenu universel, c'est au fond une subvention à l'emploi, puisqu'on peut le garder au moment où on accepte un emploi peu rémunéré. Et donc, de ce point de vue-là, ben, c'est pas donc ça crée au contraire des incitants économiques, des incitants financiers pour ne pas rester dans cette situation de chômage, cette situation d'exclusion. Donc, par ailleurs, bon, si on dit, ben oui, c'est l'émancipation, c'est la fin de l'obligation de devoir travailler, devoir trouver un travail quel qu'il soit pour pouvoir survivre, oui, mais ça ne supprimera pas l'obligation de travail en un autre sens, beaucoup plus général, qui est simplement cette obligation morale que nous avons tous de faire des choses utiles dans nos existences et utiles à la société, pas seulement à nous-mêmes. Et cette obligation morale-là n'est pas du tout abolie par le revenu universel. Au contraire, je dirais, elle est renforcée du fait qu'on donne à chacun une gamme plus large de possibilités de réaliser cette obligation. Il y a quand même un pari derrière cette idée, c'est que le refus de l'emploi peu émancipateur doit permettre de créer des emplois qui génèrent du sens et de la valeur. Est-ce qu'il doit y avoir une contrepartie obligatoire au revenu universel? Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut le financer? Bon, alors, c'est deux questions doivent être séparées l'une de l'autre, parce que la contrepartie obligatoire, par exemple, le fait de pouvoir recevoir ce revenu universel que si on parvient à montrer qu'on est utile d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas ça qui va réduire le coût de l'allocation. Au contraire, ça risque de l'augmenter parce qu'il faudra des gens qui aillent contrôler, une bureaucratie qui aille contrôler pour voir si ces conditions de participation sont bien réalisées. Et donc certains, effectivement, dont le très respecté économiste britannique Anthony Atkinson, ont proposé ce qu'il appelait le participation income,
revenu de participation, qui disait que c'est un véritable revenu universel, mais pour y avoir droit, il faut soit avoir un travail rémunéré comme travailleur autonome ou comme travailleur salarié, soit être pensionné, soit être chômeur involontaire, soit s'occuper de ses enfants à la maison, soit encore travailler de manière régulière pour une association reconnue. Bon, lui disait, bon, c'est important d'avoir une condition comme celle-là dans l'Angleterre post-Thatcher, parce que sinon ce ne sera pas acceptable politiquement, peut-être. Et donc, si ça permet d'aller de l'avant, on peut avoir une formule de ce genre-là, mais on se rendra rapidement compte que, franchement, ça ne vaut pas le coût qu'elle impliquerait. Quant à la manière de financer le revenu universel, ce qu'il est important de comprendre d'emblée, c'est que le coût additionnel de l'introduction, ce n'est pas du tout le montant de l'allocation, mettons 600 €, 800 € multiplié par le nombre de citoyens adultes ou le nombre de citoyens, enfin, un peu moins si on donne moins aux enfants, etc. Ce n'est pas ça le coût de l'introduction d'un revenu universel. Pourquoi? Parce que d'une part, le revenu universel, ça constituerait le socle de non seulement des minima sociaux, mais de l'ensemble des allocations d'assurance sociale, que ce soit les pensions de retraite ou les allocations de chômage, bien sûr tous les minima sociaux, les allocations d'invalidité. Toutes ces allocations ne seraient pas abolies, ou à l'exception de celles dont le montant serait inférieur au revenu universel, celles-là sont abolies, les autres sont réduites du montant de l'allocation universelle. Et bien sûr, ça constituera déjà une part importante du financement de l'allocation. L'autre part importante doit passer par une réforme de toutes les réductions d'impôts générales, les exonérations, les avantages fiscaux qui sont distribués largement pour ce qui concerne les tranches les plus basses des revenus professionnels de chacun, ce qui est notamment incorporé en France dans le quotient familial. Bien, tout ça disparaîtrait puisque ce serait remplacé par le revenu universel et il restera alors un coût net à financer, dont le montant variera bien sûr en fonction du montant total de l'allocation universelle, principalement parce qu'il y aura une amélioration de la situation financière des conjoints qui ne travaillent pas ou qui travaillent relativement peu et de manière générale des travailleurs à temps partiel. Donc il y aura un coût net et celui-là, effectivement, il peut être chiffré et est chiffré pour différents pays, pour différents montants et c'est de cela qu'il faut discuter au moment où on fait des propositions concrètes. D'ailleurs, admettons que le revenu universel soit une simplification fiscale. En tout cas, c'est comme ça qu'on comprend votre approche. Est-ce que vous avez une idée d'ordre de grandeur de ce coût net, par exemple pour la France parce qu'on a du mal à imaginer quels sont les montants en jeu. Oui, mais moi je suis philosophe, mais un philosophe qui a tout de même les mains dans le cambouis, et donc chaque fois quand j'ai rendu visite à différents pays dans le monde, je me suis un peu replongé dans leur système fiscal et social. Et donc, à la fois pour faire une proposition concrète qui tient la route, il faut vraiment rentrer dans le détail de ce qui existe dans les différents pays. Évidemment, plus le système social est déjà développé, plus il y a des minima sociaux qui finalement couvrent l'ensemble de la population, plus il y a aussi des réductions d'impôts sur les tranches inférieures qui constituent des avantages fiscaux considérables, moins le coût net est important. Et donc, dans le cas de la France, donc je ne pourrais pas, donc il y a des chiffres qui ont, donc des montants qui ont été calculés. Celui qui a fait ça, à ma connaissance, récemment, dans le plus de détails, c'est Marc de Basquiat, qui a notamment inspiré une des propositions qui a été discutée récemment à l'Assemblée nationale. Et donc là, tout va dépendre alors du montant. Il y a une structure générale du mode de financement, et puis bien sûr, selon que le montant universel donné à chacun, mais qui doit être complété pour certains par une allocation d'invalidité, une allocation temporaire de chômeur, etc. Selon que ce montant de base est un montant de 500 €, de 600 €, de 800 €, bien sûr, le coût net va différer considérablement. Mais là, il vaut mieux trouver un spécialiste du pays concerné pour poser cette question plutôt qu'un modeste philosophe comme moi, qui bien sûr se rend compte que la proposition tient la route que si on regarde le détail des chiffres, mais qui ne pourrait pas vous les donner dans le cas de la France.
J'invite l'audience à voir ou à revoir peut-être l'intervention de Marc Basquiat qui était intervenu à Boma il y a quelques années et qui avait donné quelques éléments chiffrés. D'ailleurs, je m'en souviens. Je mettrai le lien dans la vidéo au moment où on la postera sur les réseaux. Mais admettons que ce premier frein du coût net additionnel du revenu universel soit levé. Admettons aussi que le second frein que vous avez évoqué tout à l'heure, autrement dit, cette idée de la contrepartie soit instaurée pour éviter qu'on puisse imaginer que cela ne donne plus du tout envie à quiconque de travailler. Donc, admettons que cette contrepartie soit mise en œuvre. Quels autres freins demeurent, subsistent aujourd'hui à l'établissement du revenu universel? Donc, je crois qu'il y a, au-delà des deux freins que vous venez de mentionner, il y a aussi des obstacles qui restent des obstacles cognitifs. J'en mentionne deux. Le premier, c'est de dire donner un revenu à tout le monde, même aux riches qui n'en ont pas le moindre besoin. C'est absurde et beaucoup se déconnectent alors immédiatement, ils ne réfléchissent pas plus loin, ils disent ça, quand les finances publiques ont déjà des problèmes, on ne va pas perdre son temps à faire ça. Et donc, il faut un petit peu expliquer pour dire que donner ce revenu à tout le monde, même aux riches, ce n'est pas mieux pour les riches qui paieront d'une manière ou d'une autre pour leur propre allocation et pour une part de l'allocation des autres, mais c'est mieux pour les pauvres. C'est mieux pour les pauvres qu'il y ait ce revenu qui est inconditionnel, qu'on reçoit de manière automatique, sans bureaucratie, sans démarche particulière, sans trappe qui est ainsi créée, sans humiliation du fait qu'on doit aller quémander ce revenu. C'est mieux pour les pauvres qu'il y ait cette allocation. Donc, c'est une première chose qu'il faut alors chaque fois expliquer et réexpliquer. Une deuxième chose, c'est qu'on a du mal à comprendre parce qu'on a toujours pensé que notre État social, notre État-providence, avait deux composantes. Il y a une composante qui est au fond l'héritage ou le prolongement de l'assistance publique, de la charité publique pour les pauvres. On dit, bon, il y a des gens qui sont dans le malheur, il faut les aider. Et donc, nos systèmes d'assistance sociale sont le prolongement de ce qui est né au XVIe siècle. Et puis, d'autre part, il y a l'assurance sociale. C'est la solidarité entre les travailleurs qui se couvrent contre certains risques. Et puis arrive le revenu universel, on dit, oui, mais est-ce que c'est de l'assistance sociale, ça, ou c'est de l'assurance sociale? Ce n'est ni l'une ni l'autre. C'est un nouveau modèle de protection sociale qui ne va pas se substituer aux deux autres, tout comme l'assurance sociale, à partir de la fin du XIXe siècle, ne s'est pas substituée intégralement à l'assistance sociale. Il a permis à l'assistance sociale de mieux fonctionner de manière résiduelle sur ces toiles de fond. Ben, il en ira de même du revenu universel. C'est un troisième modèle qui ne se substitue pas aux deux autres, mais leur permettra de mieux fonctionner. Donc, ça, c'est un deuxième frein. Et je dirais, il y a tout de même un troisième frein, c'est que bon, certaines organisations, y compris certaines organisations syndicales, on ne voit pas venir cette idée avec beaucoup d'enthousiasme parce que le noyau de ces organisations est constitué de travailleurs mâles en majorité avec un revenu salarial avec, relativement stable. Et bon, pour ces personnes, bon, le revenu universel, ce n'est pas un grand cadeau. Donc, ça peut, ça ne va pas vraiment détériorer leur situation globalement, mais ce ne sera pas un grand avantage. Toute l'introduction du revenu universel, quel que soit son montant, quelle que soit la manière de le financer, sera toujours une redistribution des hommes vers les femmes. Et ce sera toujours une amélioration des travailleurs les plus précaires, ceux qui sont les moins protégés aujourd'hui par les organisations syndicales. Et par conséquent, il faut une part d'altruisme ou de souci de l'intérêt général pour qu'une organisation qui protège, qui est là pour jouer ce rôle important de défense des travailleurs, vraiment embrasse cette idée. Mais je dois dire qu'il y a aujourd'hui une ouverture beaucoup plus grande qu'auparavant dans les milieux syndicaux, dans certains pays, en particulier dans les syndicats où les femmes sont nombreuses, et en particulier dans les syndicats qui veulent se faire les défenseurs de l'ensemble des travailleurs et pas seulement de leurs affiliés. Et donc, on ne peut pas ignorer cet obstacle-là et qui fait que
c'est parfois difficile de convaincre des partis sociaux-démocrates de défendre cette idée. Puis, il y a un certain nombre d'exceptions, une personne qui ont le courage de se démarquer par rapport à ce qui est un peu la pensée unique dans certains milieux de sociaux-démocrates, à commencer par Benoît Hamon dans le cas français. Et donc, mais ce n'est pas facile de faire passer ce message, de dire, bon, il y a un devoir, ce qui est central aussi pour la social-démocratie, c'est l'émancipation des travailleurs. Cette émancipation, au service de cette émancipation, le revenu universel est un instrument absolument fondamental et plus que jamais aujourd'hui dans le contexte que vous avez esquissé tout à l'heure et que d'autres intervenants ont mis en lumière. Merci beaucoup, Philippe. J'étais ravi de vous accueillir aujourd'hui pour évoquer ce sujet passionnant que sont les futurs possibles pour le travail. Merci à nos invités. Merci à vous qui nous suivez en ligne. Le cycle continue. On se retrouve chaque mois ici pour parler des futurs. Nous vous donnons rendez-vous le 15 avril pour débattre des futurs de la culture. Et tous les mardis à 21h sur Clubhouse pour un débat de prospective ouvert à tous. Vous pouvez retrouver les podcasts BOMA, les futurs 2 sur les plateformes Apple et Spotify et rejoindre nos formations à la prospective et au management de l'incertitude sur boma-france.com. D'ici là, soyez prudents et à bientôt.